besoin d'un peu d'amour. J'ai 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 besoin d'un peu d'amour. Le thème de ce soir n'était pas mauvais. Et c'est pour ça que je vous fais comprendre que en Afrique, quand on voit un blanc de 80 se balader avec une petite fille de 18 ans, c'est normal. Même en boîte, un papa qui a 80 ans, un blanc qui a 80 ans, va draguer une petite fille de 20 ans devant le bureau. Dès que le blanc arrive, salut ma fille, est-ce qu'on peut danser un peu? J'entends seulement la fille. Eh, le père, tu es fatigué, viens t'asseoir. Mais si un papa noir va draguer une fille de 30 ans qui danse devant le bureau, et si par malheur le papa est américain, c'est la mort. Dès que le papa a dit que ma fille, on peut danser un peu. La plupart de c'est la marche, ça sent tout seulement envoyer des... Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir. Chers téléspectateurs de Téléspy, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons pour ce premier podium de Téléspy parler des problèmes de l'Afrique et notamment de ce problème d'immigration. Nous allons traiter du problème d'immigration, mais beaucoup plus de ses péripéties, beaucoup plus du pourquoi de la chose. Et donc aujourd'hui, nous recevons M. Thierry Amougou, Madame Annette Ntimois et Mademoiselle Denis Nono, sur qui nous allons beaucoup plus nous pencher pendant les 45 premières minutes. Ensuite, on donnera la parole à tout le monde. Avant qu'on entre dans le débat à proprement parler, je vais donner la parole à M. Thierry Amougou pour qu'il se présente juste en 2 minutes. Merci de me passer la parole. Comme vous venez de le dire, je suis Thierry Amougou, je suis camerounais, je suis macroéconomiste, je suis enseignant à l'Université catholique de Louvain et je suis le président de la Fondation Louis. Donc j'ai été invité ici par M. Le Paradis pour essayer de réfléchir sur ce thème d'immigration. Voilà, merci. Merci. À vous le tour, Madame Annette Ntimois. Oui, moi c'est Annette Ntimois, comme vous venez de dire. Je représente ici le collectif des femmes africaines du Hainaut. Donc le sujet est vraiment sensible puisque en tant que maman et en tant que femme migrante, je suis heureuse de venir débattre ici de l'immigration et surtout essayer de trouver une solution pour casser ce phénomène de voyage clandestin des enfants dans les bateaux qui a causé tant de morts et tant de deuil en Afrique. À vous, Mademoiselle Denis. Oui, bonjour, je suis Denis Nono, étudiante en commerce extérieur. Je suis aussi la présidente de l'association des étudiants camerounais de Charles III. Et moi, je suis présente ici avec vous pour le débat concernant l'immigration. On va s'attarder plus sur l'immigration de l'Afrique. Merci à tous les intervenants. Avant qu'on continue, je signale qu'il y a beaucoup de personnes qui seront là ce soir. Il y a des artistes qui vont prester après ce débat. Eh bien, maintenant, je vais me tourner vers M. Thierry Amougou. Vous êtes macroéconomiste de formation, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Vous êtes parallèlement à cela écrivain. Vous avez d'ailleurs écrit vous avez écrit un livre sur
biaisme, le Cameroun au piège de la médiocrité politique, de la libido accumulative et de la décivilisation des mœurs. Vous venez aussi d'écrire un livre sur le cinquantenaire de l'Afrique indépendante. Monsieur Thierry Amoulou, je voudrais avoir votre avis sur un problème qui mine la société africaine. On se rend de plus en plus compte que beaucoup de personnes, quand je parle de personnes, je parle des femmes, je parle des hommes qui ont déjà une situation assez acceptable en Afrique, mais qui décident d'abandonner leur foyer, d'abandonner leur mari, leur femme, leurs enfants pour la destination du continent européen, soi-disant que l'Europe c'est un Eldorado. Quel est votre point de vue par rapport à une telle situation? D'accord, merci de me passer la parole. Donc, je vais d'abord réagir par rapport à ces deux livres que vous avez signalés tantôt. Bon, le premier sur le biaisme est tout simplement un constat sur la dérive que je constate au Cameroun depuis une trentaine d'années, dont je fais une description, une analyse de la situation, et puis je fais des propositions. C'est le premier livre qui est le biaisme. Et le second sur le cinquantenaire, c'est également un regard rétro-prospectif sur la trajectoire de l'Afrique depuis 50 ans d'indépendance. Donc j'essaie de voir le chemin parcouru, quels sont les problèmes qu'elle rencontre l'Afrique en matière de développement. Et puis je montre également quelles sont les pistes peut-être de sortie, notamment en se basant sur l'Union africaine, qui dans le sens devra être consolidée. Concernant maintenant le problème de l'immigration, je vais commencer par une petite anecdote. C'est que avant de venir ici, j'ai regardé le journal sur France 2 et j'ai vu qu'il y a 7 migrants clandestins qu'on venait de sauver d'un camion frigorifique qui devait se rendre, je crois, en Grande-Bretagne. Voilà, c'est un des migrants qui a appelé parce qu'il n'avait plus assez d'oxygène. Il a senti qu'il allait mourir, donc il a appelé, je crois, la police. La police est venue sauver ces gens-là. Donc, il est important de savoir que derrière cette affaire d'immigration, il y a déjà un problème de rêve. Et que le rêve est fondamental pour tout individu. C'est-à-dire, les psychologues ont montré que le fait de rêver permet même aux individus de rester en vie. Parce qu'ils espèrent toujours mieux et ils pensent toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est pourquoi quelqu'un est déjà installé au Cameroun avec une situation qu'on peut qualifier entre guillemets d'acceptable, peut toujours avoir dans sa vie ce rêve suivant lequel il espère pouvoir être mieux ailleurs. Donc les gens peuvent se déplacer pour ça, parce qu'ils ont justement un fantasme qu'ils espèrent réaliser, qui n'est pas toujours réalisé concrètement, parce qu'il y a toujours un décalage entre le rêve et le vécu, qui doit se considérer. Mais ça n'empêche pas que dans les têtes des gens, ça existe toujours. Donc, ça c'est un premier problème. Et puis, il est important donc de savoir aussi, de nous poser la question de savoir pourquoi les gens continuent à bénir alors qu'il y a tant de morts. Autrement dit, derrière ça, nous devons nous poser la question de savoir pourquoi la mort ne nous fait plus peur. Si la mort ne fait plus peur, ça veut dire que ce qu'on laisse derrière est peut-être semblable à la mort de temps en temps. Parce qu'il y en a plusieurs qui meurent, mais le fait qu'on voit tous ces morts de façon réelle ne décourage personne. Est-ce que la vie que vivent les gens en Afrique subsaharienne parfois n'est pas assimilable à une mort permanente, au point où ils se disent, ben, je prends le risque, si j'ai 0 chance ici, et que là-bas j'ai une demi-chance, mais je vais saisir cette chance-là. Et si je meurs dans la mer, peut-être je vais mourir avec mon espoir dans la tête. Ça, c'est fondamental à connaître. Donc, ce n'est pas parce que les gens meurent que ça va décourager ceux qui veulent partir. Ils se disent toujours, ma vie n'est pas la tienne. Si par exemple l'Africain A est mort, moi je suis un Africain, mais il a peut-être des chances de se dire. D'accord, ça je ne vous coupe pas, mais quand vous dites qu'ils partent parce que ils se rendent compte que la vie qu'ils mènent en Afrique est semblable à la mort, vous parlez de quoi concrètement? Je parle du problème concret, parce que si je prends le cas du Cameroun et qu'un individu qui a une femme avec des enfants et que cet individu-là est au chômage peut-être depuis 30 ans, il y a des chômages de 30 ans, voilà, il va dire mais je vais tenter ma chance dans une période de 30 ans. Ça, tout à l'heure, moi, quand je parlais
des personnes qui ont une situation quand même acceptable. Je ne parlais pas des chômeurs. On a connu des enseignants, on a connu des personnes qui avaient quand même déjà une situation dans la fonction publique au Cameroun, puisque vous prenez le cas du Cameroun, mais qui se sont carrément décidés à s'aventurer vers le continent européen en se disant voilà, c'est un Eldorado, ce que je gagne au Cameroun ne me permet pas de vivre, je veux à tout prix venir en Europe parce que voilà, c'est là-bas que je vais trouver le bonheur, même si j'abandonne ma famille, j'abandonne mes enfants, j'abandonne mon mari, ça, c'est l'Europe, c'est l'Europe. Je vais y arriver, c'était juste au niveau de l'introduction. Donc, cela dit, il y a un premier point qu'il faut mettre en évidence, c'est quoi? C'est un ensemble de conditions historiques qui ont quand même conditionné mentalement le raisonnement des Africains. C'est-à-dire, pour expliquer l'immigration, il faut donner un peu d'épaisseur et de profondeur historique pour cause explicative. Les Africains, jusqu'au jour d'aujourd'hui, et c'est la date depuis le 15e, 16e siècle, ont été quand même analysés par les Occidentaux comme étant des enfants et leur continent comme étant la phase arriérée de l'Occident. Ça veut dire que dans notre façon de raisonner, dans notre imaginaire, nous avons toujours en ligne de mire l'Occident comme étant le point d'aboutissement, comme étant le point vers lequel nous devons tendre. Ce qui fait que même si un Africain aujourd'hui en Afrique vit une vie dite acceptable, il n'a pas perdu dans son imaginaire cet Occident qui est toujours comme le modèle vers lequel il faut tendre. Donc ça, mentalement et de façon historique, ça structure notre façon d'être. Ça, c'est un point important. Et cela s'est concrétisé notamment par le projet colonial. Le projet colonial a pour but quoi? Le projet colonial a pour but de transformer le monde qu'on trouve sur place pour mettre en place le modèle occidental. C'est-à-dire qui est le meilleur. Ce qui fait que même nos États tels qu'ils fonctionnent, ce qu'on appelle aujourd'hui le développement, c'est mettre en place des structures qui sont des structures de vie occidentale. Donc les gens préfèrent quand même aller vers l'original que de rester vers où on essaie encore de faire une imitation qui n'est jamais aboutie. Et ça, c'est toujours dans nos têtes. Et un deuxième point, c'est au niveau maintenant des conditions contemporaines. C'est-à-dire, si on laisse de côté ces conditions historiques, on peut dire que ça fait depuis 50 ans que nous sommes indépendants, et qu'on peut aussi voir les conditions contemporaines qui expliquent ces déplacements. Et on peut mettre en évidence le fait que, bien sûr, les Africains ont pris le pouvoir depuis les années 60, mais au niveau des années 80, on a constaté quand même une faillite de nos États. Et cette faillite de nos États a encore renforcé justement dans cette image de l'Occident comme étant le modèle à suivre. Justement pourquoi? Parce qu'on est entré dans ce qu'on appelle l'ajustement structurel, qui avait aussi pour but de transformer les structures de vie en Afrique pour les orienter vers justement ce qui se passe ailleurs. Et les conséquences sociales de l'ajustement structurel, je ne vais pas en parler ici, vous le connaissez tous, et on a remarqué un boom de l'immigration lors des années 80. Autre chose qu'on peut mettre en évidence, c'est que nous sommes dans un monde globalisé. Nous sommes dans un monde globalisé et je crois même que peut-être les Africains consomment beaucoup plus de culture occidentale que nous ici. Au point où parfois quand j'arrive au Cameroun, moi je suis parfois largué parce qu'il y a des trucs que je ne connais pas et que les gens vivent en direct. Donc le fait que les nouvelles technologies réduisent l'espace et le temps et que l'information circule de façon, je dirais tous azimuts, fait que ces gens-là sont abreuvés, matraqués justement par ce qu'ils voient au niveau du petit écran. Et lorsque, par exemple, les petits Camerounais ou les petites Camerounaises voient un feuilleton avec des étudiants riches roulant dans les grosses voitures, ils ne font pas le décalage entre ce qu'on voit au niveau du feuilleton et la réalité. Ce qui fait que la surprise est souvent énorme lorsqu'on arrive ici, qu'on se rend compte que c'est qu'on a pu la télé. C'est pas du tout comme ça. Donc il y a aussi ce monde-là que nous vendent les médias par le fait qu'avec la mondialisation, on a accès à tout et à tout moment. Et puis un autre vecteur, ce vecteur-là, c'est nous-mêmes, nous qui sommes en Occident. Pourquoi? Parce que je connais des amis, des cousins, des compatriotes, qui lorsqu'ils vont, qui vivent difficilement ici, mais quand ils vont à notre pays, ils se préparent. Ils bossent, ils ont beaucoup de sous, peut-être ils achètent une voiture. Et puis ils flambent ça pendant un mois avec des cousins, des frères, et puis quand un cousin voit ça ou un petit frère, et tu lui dis c'est, tu lui dis non, c'est pas du tout.
C'est toi qui me regardes comment tu vis. Donc ces gars-là aussi véhiculent cette image-là. C'est-à-dire, ils vivent difficilement, c'est de façon étriquée, mais quand ils descendent au pays, c'est pour faire la fête. Et les gars croient que lorsqu'on va le jour, lorsqu'on revient, c'est comme ça. Donc il y a cet aspect-là, et parfois quand je pose avec les cousins, ils me disent, les gars qui sont partis, ils sont je dis, moi je suis enseignant, je suis pas millionnaire. Ils disent, mais il y a d'autres qui est parti, mais qui a amené 2 messieurs. Donc il y a aussi ce message-là qu'envoient nos compatriotes qui ont un autre style de vie et qui alimentent le rêve. Au point où quand j'explique à mon neveu que c'est pas facile, tu sais, il me dit non, pourquoi toi tu me rentres? Voilà. Donc il y a ça aussi. Donc nous avons nous-mêmes cette envie de rêver nos vies ailleurs. C'est-à-dire, quand je dis rêver nos vies ailleurs, ça veut dire mentir également sur notre statut réel. Parce que beaucoup d'Africains fonctionnent comme ça. Beaucoup d'Africains fonctionnent sur un habillage de leur statut alors qu'ils n'ont pas les moyens concrets de ce qu'ils affichent au niveau de la société. Et ça alimente pour elles. Et pour finir, je dirais que derrière le problème de l'immigration, il faut poser d'autres problèmes contemporains qui pour moi sont des problèmes de fond. Et comme premier problème, je parlerai du problème de la mobilité internationale. Parce que si vous regardez sur le plan historique, les Européens se sont déplacés pour aller vers le nouveau monde, vers le 13e, 14e siècle. Ils se sont déplacés pour aller vers l'Afrique. Après, pourquoi? Parce qu'ils avaient un ensemble de problèmes, notamment les Irlandais, nourris de feu. Ils sont allés chercher de l'or en Amérique. Donc, ils cherchaient des moyens pour résoudre leurs problèmes. Et l'injustice que je pointe du doigt aujourd'hui, c'est que cette mobilité-là qui s'est faite avant, elle n'est plus possible aujourd'hui. Donc, ceux qui ont aussi des problèmes et qui rêvent, même si le rêve est faux, n'est pas fondé, de le résoudre ailleurs, mais ils n'ont pas la capacité de se déplacer comme eux, historiquement, sont déplacés vers le nouveau monde et vers l'Afrique. Ça, c'est un premier problème. Un deuxième problème fondamental à résoudre, c'est celui du décalage énorme qui existe entre ce qu'on appelle aujourd'hui un citoyen du monde. Nous sommes à l'âge global. Et le décalage qui existe entre le citoyen du monde et le sans-papier. Que veut dire citoyen du monde si on est sans-papier quelque part? Ça n'a pas de sens. On se rend compte que le sans-papier est un statut qui est complètement vide de droits, mais plein d'obligations, alors que le citoyen du monde, il n'y a rien du tout. Donc, un des problèmes à résoudre dans le monde actuel, c'est aussi rendre cohérent ce concept de citoyen du monde avec la réalité de sans-papier. Et donc, finalement, je vais conclure en disant que nous devons, chaque fois que nous parlons d'immigration, nous retourner aussi la question à nous-mêmes. J'ai un collègue sénégalais, historien, à l'université chez Cantadio, qui me dit toujours, Thierry, si aujourd'hui, des Français arrivent au port de Douala avec un bateau et disent dans les médias, nous avons un bateau ici qui recherche des esclaves camerounais qu'on va amener en France. Mon ami qui s'appelle Tiou Ibrahim me dit souvent, avant midi, le bateau sera plein. Et il me pose souvent la question, pourquoi, si les Occidentaux viennent en Afrique chercher des esclaves, on va entrer dans le bateau de nous-mêmes, alors que depuis 60, on a le pouvoir. Voilà. Merci. Merci, monsieur Thierry Abougou. Je pense que nous aurons une observation vis-à-vis de ce que vous avez dit, vous venez de dire. Maintenant, je vais me tourner vers mademoiselle Delinono. Vous êtes enfin de graduat en commerce extérieur. Vous êtes en même temps la présidente des étudiants camerounais de Charleroi. Il ressort d'une enquête que beaucoup d'étudiants actuellement partent de leur pays respectifs, notamment le Cameroun, puisque vous êtes camerounaise. Il s'est avéré qu'il y a une évolution exponentielle du nombre d'étudiants camerounais, que ce soit en France, en Belgique, en toute l'Europe de manière générale. Ça relève de quoi cette croissance exponentielle? Merci de me passer la parole. Je crois que M. Abougou a dit déjà beaucoup sur l'immigration en général, sur les causes de l'immigration. On part d'un constat. Je parle d'un constat, c'est que voilà, quand j'arrive ici il y a 3 ans à Charleroi,
à l'UT, dans ma section, nous sommes 2 étudiants africains. Aujourd'hui, dans la même session, 3 ans après, en première année, on a 10 à 15 étudiants qui arrivent chaque année. Donc, vraiment, ça explose, quoi. Et même des filières qui n'étaient pas, qui étaient vides d'étudiants, aujourd'hui on en retrouve, comme des sections immobilières. Pour entrer au Cameroun, je ne pense pas, parce que c'est un domaine qui n'est pas porteur au niveau du Cameroun. Donc, s'ils viennent faire ces filières et qu'ils y restent, ça veut dire qu'ils pensent faire carrière ici. Mais il ressort toujours de cette enquête que ça peut être dû à plusieurs aspects, notamment la qualité des études. Il y en a même qui, je vais prendre le domaine, je prendrai le domaine technique par exemple, qui refusent carrément d'aller étudier dans une école comme Polytechnique. Parce qu'ils se disent il n'y a pas assez d'enseignements qualifiés, il n'y a pas d'outils, c'est pas de bonne école, les meilleures écoles sont en Europe. Est-ce que vous qui avez étudié au Cameroun, et vous qui étudiez aujourd'hui en Belgique, si vous pensez que c'est vrai, c'est tout dit? Maintenant, il faut prendre au cas par cas. C'est en fonction des filières. Si je prends les filières techniques, c'est vrai, bon, c'est vrai que la comparaison là-bas est assez difficile à faire parce que, bon, un électricien, par exemple, qui a eu son bac au Cameroun, ça, il fera facilement une installation dans une maison, une petite installation dans une maison. Ici, très souvent, en deuxième année de bachelor, on a des étudiants qui ne savent pas encore faire des installations. Donc, est-ce que la formation est meilleure ici que là-bas? J'en sais rien. Mais à la sortie, en troisième année, il faut le reconnaître, ils ont touché du matériel beaucoup plus performant. Et donc, on peut dire, oui, au niveau pratique, ils en touchent un peu plus. Bon, si je prends une filière comme la mienne, commerce extérieur, j'ai eu un BTS en commerce international qui est sensiblement la même chose au Cameroun. C'est deux choses. J'ai l'impression que j'ai fait 2 formations différentes. Mais c'est pas dans le sens de l'un est meilleur que l'autre. Non. C'est qu'au Cameroun, les formations sont spécifiques aux besoins du Cameroun. Donc là, on s'appuie beaucoup plus sur la logistique, sur tout ce qui est douane et douane logistique. Alors ici, ils mettent plus l'accent sur l'entrepreneuriat, sur le marketing, sur l'auto-emploi. Donc il n'y a rien qui soit meilleur que l'autre. Il n'y a rien qui soit meilleur que l'autre. Ça veut dire ici, ils travaillent l'ouverture d'esprit pour s'auto-employer et là-bas, c'est autre chose. Donc, c'est en fonction du contexte dans lequel on est qu'on adapte les études. Donc, peut-être ça m'aiderait, ça, je pense aussi que ça m'aiderait mieux pour retourner au Cameroun et m'investir sur place au Cameroun. Maintenant, à côté, il faut aussi avoir un peu de financement. Ça, on en débattra après. Ça, je ne vous dis pas. Vous avez dit tout à l'heure que les études au Cameroun sont spécifiques au Cameroun. Ça veut dire que le programme est élaboré par rapport à la situation au Cameroun. Tout à fait. Comment donc venir? Je suppose que vous êtes une partisane du développement de l'Afrique. Comment donc étudier en Europe, apprendre des connaissances qui ne sont pas spécifiques à votre pays, alors que vous aviez la possibilité d'étudier chez vous pour construire vos pays?
ici, moi, quand je quitte le Cameroun, à l'époque, il y a 3 ans, en commerce extérieur, en commerce international, il n'y avait pas je n'avais pas de possibilité de master. Mais pas au niveau ouverture emploi. C'est vrai même au niveau ouverture emploi, c'est assez carré. Mais même au niveau d'ouverture master, une MBA et autres, ici, je sais que ici quand je venais, c'était pour faire un master. Donc, c'est pour ça qu'on vient en général. Bon, pour ceux qui ont des diplômes universitaires, des premiers diplômes universitaires au Cameroun, je crois que beaucoup viennent pour ça, pour pousser au niveau des études. Et bon, c'est vrai que normalement c'est pour entrer, mais beaucoup restent ici. Ça c'est une chose aussi. Et vous, après vos études, vous allez rentrer au Cameroun? Ça c'est mon plus grand souhait de rentrer au Cameroun. Ça, je l'espère aussi. En termes de souhait, maintenant, dans la réalité, c'est les études. C'est à la fin qu'on décide. Mais je penche plus vers l'auto-emploi. Et je pense que l'auto-emploi au Cameroun, ça peut marcher. D'accord. Maintenant, on va prendre un point tout aussi important. Monsieur Amougou parlait tout à l'heure du rêve, mais j'ai comme impression que les étudiants africains rêvent beaucoup. Quand je vois les étudiants africains, je vois beaucoup plus ceux qui sont encore résidents en Afrique. Il ressort toujours des enquêtes qu'un étudiant qui vient étudier en Europe, quand il arrive, il a tout. Il est logé, il est nourri, il est même payé. Est-ce que c'est vraiment ce qui se passe avec Moi, je dirais pas que les étudiants rêvent beaucoup. Je dirais qu'ils sont ambitieux. Je dirais qu'ils sont ambitieux. Et leurs ambitions poussent à aller vers la mobilité internationale. Donc, on cherche un plus de connaissances pour mieux se lancer dans la vie professionnelle. Donc, est-ce qu'il rêve? Peut-être que vous n'avez pas très bien compris où je voulais en venir. Je voulais en venir sur ce côté financier, ce côté coût d'études en Europe. Est-ce que vous pensez que, comme nous disent beaucoup qui sont encore en Afrique, quand un étudiant arrive en Belgique tout seul, il peut s'en sortir tout seul? Financièrement, il faut être honnête, non. Non, financièrement, c'est-à-dire, la plupart des étudiants ici, on a des jobs, mais il faut savoir que ceux qui s'en sortent financièrement sont ceux qui ne font pas d'études. Ils s'inscrivent dans les écoles, ils ne fréquentent pas. Parce que je ne dirais pas impossible, mais c'est quasi impossible de suivre les 2 lièvres à la fois. Ça, c'est quasi impossible. Donc, c'est soit tu fais tes études pendant l'année et pendant les congés scolaires, tu peux encore, je dis bien, on peut encore faire des jobs, mais je prends par exemple, si je prends le premier semestre d'une année scolaire, on a des congés de Noël. On peut travailler pendant les 2 semaines. Mais le truc, c'est que juste après les 2 semaines, on est en examen. Pendant les 2 semaines de travail, tu n'as pas le temps d'étudier. Donc, d'office, tu plonges dans des examens sans avoir ouvert une page de tes cahiers. D'accord. Si vous êtes en 3e année maintenant, ça veut dire que vous avez quand même pu traverser certaines embuscades. Comment est-ce que vous, en tant qu'étudiant, vous avez procédé? Vous êtes en sortie comment?
Moi, j'ai été financièrement aidée par mes parents. Et j'ai quelquefois jobé, mais vraiment avec les limites. Et c'est surtout pendant les vacances qu'on travaille. D'autres vous diront qu'ils travaillent les week-ends. Oui, ça encore, ça peut aller, mais le week-end, tu ne peux pas travailler les week-ends et te payer tout ce dont un étudiant a besoin. Ça, et si vous aviez donc un conseil à donner à vos frères étudiants résidant encore en Afrique qui ne rêvent que de venir étudier en Europe, quel est le conseil que vous lui donneriez? De s'armer de savoir qu'il doit compter sur des gens financiers, il doit pouvoir compter sur des gens financièrement, soit ici en Europe, soit en Afrique. C'est-à-dire pas se lancer dans l'aventure. Là, c'est vrai qu'on a eu des étudiants qu'on a accueillis ici, vraiment qui se sont lancés dans l'aventure comme ça, mais il faut combattre avec eux, parce que c'est un combat. C'est un combat qu'ils mènent tous les jours. Merci, mademoiselle Denis. Tout à l'heure, M. Thierry Aoundou, puisque c'est lui qui a introduit, parlait toujours des responsabilités de chacun. C'était le Doux Paradis pour l'Asbel Téléspi, Solidarité Paradisiaque Internationale. J'ai besoin d'un peu d'amour. 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 J'ai besoin d'un peu d'amour.